Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour encore. Je m'appelle Mouloud Didir, je coordonne le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, qui est un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983 et qui fête cette année ses 40 ans d'existence. L'activité d'aujourd'hui, ce webinaire, s'inscrit dans le cadre de toutes les activités du Centre Justice et Foi, dans le cadre de son 40e anniversaire, qui a pour thème l'espérance têtue, c'est notre slogan. Je vous invite donc à aller visiter notre site web pour en savoir plus sur nous, pour être au courant de ce que nous faisons. Nous avons une série d'infolettres qui vont vous permettre à l'avenir de savoir quelles sont les activités que nous faisons et quels sont finalement les types de publications. Donc, moi, je m'appelle Élodie Ekobena, je suis chargée de projet au secteur Vivre Ensemble. On est choyé de vous voir en si grand nombre et on sait que vous venez de partout dans le monde. On tient à vous rappeler aussi que nous enregistrons ce webinaire. Vous pourrez l'envoyer à des personnes qui ne se sont pas jointes aujourd'hui ou qui n'ont pas entendu parler de cet événement. Je tiens aussi à souligner que cette activité est conjointement organisée dans le cadre de l'Histoire des Noirs. Mon collègue Sylvain va partager dans le chat des liens pour que vous puissiez aller voir ce qui est proposé tout au courant de ce mois-ci. Quelques mots sur ce mois de l'Histoire des Noirs, c'est que faut savoir à tous les mois de février, dans ce pays appelé le Canada, les gens participent aux activités et aux festivités du mois de l'histoire des Noirs qui honorent l'apport et la riche contribution des personnes noires au Canada et de leur communauté. Et en 2024, donc cette année, le thème de ce mois-ci est l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Et mon collègue Sylvain Bouchard va aussi partager dans le chat des informations relatives à ce que je viens de vous dire. Vous trouverez toutes sortes de ressources aussi que produit le Centre Justice et Foi durant tout ce mois-ci. Ces ressources-là, il y a des textes de la revue Relations qui sont seulement en accès libre seulement ce mois et qui vous donneront plus d'informations si vous voulez en savoir plus. Et nous vous invitons aussi à vous y abonner, bien sûr. Mouloud, je te repasse la parole pour expliquer les objectifs de ce séminaire. Je pense que Mouloud ne se connecte pas. Il y a sûrement un problème. Donc, je peux vous présenter quelques objectifs. L'objectif de ce webinaire est d'explorer de façon comparée ce que peut signifier une écriture souveraine des résistances algériennes et haïtiennes à l'occupation coloniale. Et les cheminements, euh, les cheminements de ces deux peuples sont très éclairants pour réinterroger un ensemble de notions issues de la modernité coloniale, mais aussi leurs limites et leurs inscriptions dans des processus de violence exterminatrice. À travers ce webinaire, nous voulons explorer ce que l'humanité doit au peuple haïtien, qui aura fait l'expérience de la plus profonde révolution du XVIIIe siècle, mais aussi ce que nous pouvons apprendre de la lutte de libération nationale algérienne qui demeure pionnière dans sa résistance à une forme redoutable de colonialisme de peuplement au XXe siècle. Donc, ce travail de réécriture de l'histoire, pour le comprendre, est de prendre la mesure des sacrifices consentis par les deux peuples ici en cause. Donc, le professeur Jean Casimir nous invitera à l'explorer à partir de l'expression de pouvoir et de beauté du peuple souverain. Ce recouvrement de la beauté, c'est celui qui a l'œuvre dans le refus insurrectionnel de la domination. Donc, un refus obstiné qui est un invariant qui perdure à ce jour. Et ce qui est en quelque sorte une disposition au rejet des formes renouvelées de domination et de tutelle néocoloniale qui prévalent tant en Haïti qu'en Algérie, mais aussi ailleurs dans le monde. Dans ce cas, c'est dans ce refus de la soumission que s'inscrit cette passion joyeuse pour l'égalité et la justice qui est portée par ces deux peuples trop souvent perçus, même s'il n'en est pas toujours ainsi. Il n'en a pas toujours été ainsi, je voulais dire.
sous les traits de la dépréciation, évidemment, et sur lesquels pèsent les regards les plus démunissants et rabaissants. Mouloud, tu peux continuer. Voilà, je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc je ne sais même pas où est-ce qu'on est rendu. Il a fallu que je me rebranche. Hmm. Voilà. Alors, peut-être que je vais donner quelques consignes pour le déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Voilà, nous avons donc prévu des présentations de 20 à 25 minutes de la part des historiens Jean Casimir et Nordine Amara. Une fois ces deux prises de parole complétées, nous allons donc, ma collègue Élodie et moi-même, donc d'abord merci infiniment Élodie d'avoir comme ça, de m'avoir supplié dans mes responsabilités au moment où j'étais donc déconnecté, j'apprécie sincèrement. Donc Élodie et moi allons conjointement animer une période d'échange d'environ 50-55 minutes, donc entre les personnes donc nombreuses qui sont participantes et nos deux invités. Je vous dirais qu'afin de favoriser la participation du plus grand nombre, toutes vos questions seront recueillies via le chat. Donc, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de les adresser en privé à ma collègue Élodie Ekobena, qui aura donc pour nom questions pour les panélistes. Donc, son nom, ce webinaire, c'est questions pour les panélistes. Donc, je vous invite, Écoute, je suis dans un webinaire là. je vous, donc, Attendez. je vous invite à rédiger vos questions tout au long des présentations de professeur Casimir, si vous pouviez éteindre votre micro. Donc, Oui, oui, je ne peux pas. Ah oui. Adressez vos questions à Questions pour les panélistes. Voilà, j'en étais là. Il est important de ne pas publier vos questions publiquement, donc de les adresser donc à Élodie. Vos questions peuvent être écrites n'importe quand, donc tout au long du webinaire. N'attendez pas à la fin des présentations, parce que des éléments intéressants peuvent surgir tout au long des présentations et rédigez-les tout au long, au moment que vous jugerez opportun. Donc, Élodie va les corriger et ensuite, nous allons, si vous voulez, les ramasser une après les autres. Pendant la période d'échange, on va essayer d'être équitable à partir de plusieurs critères pour favoriser la participation du plus grand nombre. Voilà, donc c'est ça pour ce qui est des questions. Donc, la présentation de notre premier invité, donc il va prendre la parole pour les 20-25 minutes. Je laisse ma collègue Élodie Ekobena avoir le plaisir de présenter le professeur Jean Casimir, que je remercie d'abord au nom de tous mes collègues et de vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté généreusement notre invitation. Donc, Élodie pour la présentation du professeur Casimir. Oui. Avant de présenter le professeur Casimir, je vais aussi rajouter quelques éléments pour connaître un peu plus son travail. Le professeur Jean Casimir, dans sa présentation, il s'agira de voir comment la nation haïtienne se forme en réponse à la violence de la colonie d'exploitation qu'est la France et comment cela s'instaure dans l'île. Donc, le travail du professeur est indispensable parce que cela nous permettra surtout de voir qu'avec la révolution haïtienne, nous n'avons pas affaire à l'anticolonialisme décréolisé comme cela eut lieu dans beaucoup de pays de l'hémisphère américain et qui sont archi-minoritaires en Haïti et à Saint-Domingue. Mais on aura plutôt affaire ici à celui des descendants d'esclaves refusant leur situation de captifs et qui se sont battus pour une liberté non blanche, les armes à la main. Donc, le professeur nous aidera à approfondir cela dans son propos. Et avec Nourdine Amara, il s'agira d'insister sur la question du rapport entre violence coloniale, émancipation et écriture. Cela dit autrement, cela veut dire comment ce qui commence par le meurtre et le sang finit en écriture. Donc, en somme, Nourdine va s'interroger va se demander à quelle œuvre commune une écriture souveraine de l'histoire doit prendre part. Donc, nous souhaitons penser ici à une approche plus critique et radicale qui, au-delà d'une accumulation des connaissances, assume une méthodologie du combat et comment acter l'urgence d'un renversement du monde et de ses ordres à partir du travail des historiens comme Jean Casimir et Nourdine Amara. Donc, pour Haïti et l'Algérie, cela est sans doute pour des luttes que on se refuse à nommer à ce stade de notre webinaire. Et évidemment, l'évidence imposera d'elle-même pour ceux et celles qui écouteront attentivement. Donc, un mot sur le professeur Jean Casimir. C'est un sociologue et un historien haïtien. Il est récipiendaire du prix France Fanon de 2023, du meilleur livre de la pensée caribéenne pour son livre Une histoire décoloniale de l'histoire des Haïtiens.
donc du traité de Ryswick à l'occupation américaine qui va de 1697 à 1915. Donc, dans ce livre, il soutient que l'histoire haïtienne ne devrait pas commencer par l'image habituelle de Saint-Domingue comme la colonie la plus riche du XVIIIe siècle. Au contraire, elle commence par une reconstruction de la façon dont des individus d'Afrique, au milieu de l'âge d'or de l'impérialisme, ont créé une société souveraine basée sur l'imagination politique et un rejet radical de l'ordre colonial persistant, même pendant l'occupation américaine en 1915. Donc, professeur Casimir est professeur évidemment à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Il contribue depuis 2013 au cours d'été du Collège universitaire Roosevelt de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, organisé en collaboration avec le Center for Global Studies and the Humanities de l'Université Duke aux États-Unis. Une initiative, si je ne m'abuse, qui découle notamment de ses liens avec l'intellectuel argentin Walter Mignolo, professeur de littérature comparée à l'Université Duke, qui est située en Caroline du Nord. Monsieur Casimir est aussi un ancien fonctionnaire du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies et de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe de 1970 à 1985. Et il a représenté son pays comme ambassadeur plénipotentiaire aux États-Unis d'Amérique et comme représentant permanent auprès de l'Organisation des États américains de 91 à 97. Il a évidemment publié beaucoup des livres que mon collègue Sylvain va vous partager dans le chat. Vous pourrez aller le voir parce que ce sont des livres très intéressants qui nous donnent une autre aperçu de l'autre histoire et d'une autre écriture. Donc voilà, Mouloud, je te redonne la parole pour la suite. Voilà, merci infiniment, Élodie. Désolé encore pour ces problèmes techniques. C'est des choses qui échappent à notre volonté. Ce sont des impondérables et c'est ce que les historiens appellent la contingence. Voilà, merci infiniment, Élodie. Le professeur Jean Casimir, c'est un honneur de faire votre connaissance, de vous avoir, d'alimenter la réflexion du Centre Justice et Foi et par voie de conséquence des publics qui est présent ici à nos activités. La parole est à vous pour les 20-25 prochaines minutes. Merci d'avance. Merci à vous. Et je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation qui réellement m'honore. C'est pour une des premières fois que je parle à un si grand public et si varié. Et je vais faire de mon mieux pour partager avec vous un petit schéma. Je n'arrive pas à le faire. On va y arriver, on va y arriver. Qui va me permettre, parce que je vais brosser une très large période de l'histoire et je risque de me perdre si je ne... ouais, ça. Bon, voilà. Attendez, hein. Et prenez patience à mes âges, on n'est pas spécialiste en Haïti. Et voilà. Voyez-vous donc, et j'aimerais vous dire, honnêtement et avec réelle humilité, que ce pays dont je vous parle est un pays qui a connu plusieurs génocides. Est un pays que l'Occident a réellement trituré et qui n'existe qu'en recherchant la vie. C'est pour ça que nous avons cette passion joyeuse de vivre. Nous avons la vie comme but. Nous voulons créer de la vie, nous voulons exister, mais il ne faut pas que cette idée, cette joie que nous prenons à vivre et à revivre nous fasse oublier combien d'entre nous réellement souffrent et souffrent énormément et la misère aujourd'hui que connaît le peuple haïtien comparé aux autres pays et aux alentours. Ceci dit, une des caractéristiques de mon petit pays, c'est que voilà. C'est que il naît comme un ensemble, comme un pays d'ailleurs marginalisé, mais se trouve à la source du pillage de l'Amérique dite latine par l'Empire espagnol. Et l'Empire espagnol sera certainement
le point de départ de l'État moderne. Donc, Haïti sert de pilier, de tremplin pour la création de l'État moderne et l'État capitaliste moderne et raciste. Dans cet état-là, Haïti voit arriver Christophe Colomb avec la croix et la bannière, avec la croix et son épée, non? Et commence le pillage ou l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire l'Inquisition arrive avec les compagnies commerciales. Lorsque les compagnies commerciales finissent leurs activités, non, nous avons la traite des Noirs pour remplacer pitié de moi. Pour remplacer le massacre des Taïnos. Cependant, entre l'arrivée des Noirs et le massacre des Taïnos, nous avons un groupe que l'on oublie trop souvent malheureusement. L'ensemble des marginaux de la côte de l'Europe qui fuient le passage du féodalisme au mercantilisme, et nous avons tout ce groupe de pirates, flibustiers, hérétiques, juifs, musulmans, bagnards, prostituées, etc., qui vont établir ce que l'on appelle une petite société dans l'île de la Tortue, qui est connue comme une société de licencieux, sans aveu, de pillards, qui jouissent de la vie, qui vivent en dehors du monde féodal, qui passe au capitalisme, qui essaie de s'établir en paix dans une petite île de rien qu'on appelle l'île de la Tortue. Probablement, vous ne verrez même pas ça sur la carte. Il se trouve qu'à ce moment-là, Saint-Domingue appartenant à l'Espagne, l'Inquisition découvre une Bible huguenote dans la zone. Non, cette Bible protestante-là, l'Inquisition crée au scandale, et voilà que l'Inquisition espagnole donne l'ordre de détruire ces villages, et les membres du village, qui étaient en général des Français, font appel à la Cour de Paris pour établir de l'ordre pour les protéger. Et la Cour de Paris envoie les compagnies commerciales. La population travailleuse maintenant va se reposer. Les compagnies commerciales arrivent et établissent la plantation de denrées. La plantation de denrées commence avec le tabac, mais lorsqu'elle passe du tabac à l'indigo, les premiers travailleurs de l'Europe, les misérables de l'Europe, les esclaves de 36 mois qu'on les appelait, donc, sont remplacés par des Noirs de la traite des Noirs. Cette traite des Noirs-là est si sévère que durant 100 ans, la population de Saint-Domingue n'arrive pas à se reproduire. Il faut que la France importe chaque année de plus en plus de Noirs jusqu'à ce qu'elle crée ce qu'elle appelle sa perle des Antilles. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes arrivées à Saint-Domingue n'arrivent pas à s'établir réellement. Elles servent simplement d'intrant à la production de canne à sucre, de café, de coton et de cacao. Jusqu'à ce que la France, dans ses problèmes avec l'Europe, finisse par rentrer à la Révolution française, nous reviendrons sur cela, et elle se voit obligée à déclarer l'émancipation générale. Cette émancipation générale crée beaucoup de problèmes, tant à Saint-Domingue qu'en France, non? Et lorsque Napoléon prend le pouvoir, il décide de détruire encore la population et de repeupler le pays. Ce projet de génocide est repris au début du 19e siècle par Louis XVIII, par les Bourbons. Ceci veut dire que nous autres, nous naissons, non, à partir d'une communauté qui doit recréer l'individu.
Voyez-vous, la plantation de denrées prend des individus de toute la région de Guinée. Le golfe de Guinée va, disons, du Mali jusqu'à l'Angola. Toute cette courbe-là, non, toute cette courbe-là sert à nourrir. Évidemment, il y a à certains moments, ce sont surtout des Dahomey, à d'autres moments, ce sont des Maliens, à d'autres moments, ce sont des Congos. Mais de toute façon, les gens viennent de toute cette zone-là. Et ce sont des gens qui arrivent comme des individus fragiles et sans moyens, sans aucune relation parentale ou bien communautaire pour les protéger. Leur seule façon de survivre, c'est de créer donc, un groupe et d'établir un principe d'entraide et de solidarité. Voyez-vous, le premier pacte dont il faut tenir compte, qui d'ailleurs commence avec les marginaux et européens dont je parlais, c'est la création d'une langue commune, le créole. C'est-à-dire la langue est excessivement importante parce qu'elle vous donne la réorganisation de la réalité par une communauté déterminée. Donc, quand vous avez votre langue à vous, vous avez vos archives à vous, vous avez là où vous conservez et interprétez les expériences que vous connaissez. Donc, pour l'Europe, Haïti Saint-Domingue, ou Haïti à l'époque, Haïti, Saint-Domingue à l'époque, a des bossales et des créoles. Les créoles sont ceux qui naissent dans la colonie, les bossales sont ceux qui arrivent. Comme je viens de dire, les bossales sont plus nombreux que les créoles. Maintenant, bossal ou créole, bossal et créole, non, créent des unités dans chaque plantation suivant leurs propres principes. Et le principe de base de ces unités-là, c'est le tout monde c'est monde. Toute personne est une personne. C'est-à-dire ces unités-là ne perçoivent pas la différence entre blanc et noir. Vous êtes une différence qui appartient au monde colonial. Ça n'appartient pas à leur monde. C'est ainsi que à l'intérieur même de sa rationalité capitaliste, les plantations vont devoir créer ce que nous appelons des places à vivre, des petites unités de production qui permettent aux esclaves le dimanche et le soir de produire leur propre nourriture, et la plantation n'a pas à dépenser de l'argent pour les nourrir. Donc ces esclaves-là, dans ces places à vivre, vont avoir une source d'autonomie et penser différemment et organiser une petite société, non, qui leur permet une petite société qui leur permet de survivre, de prendre soin l'un de l'autre, de se soigner, de s'aimer, de jouir, d'échanger. Maintenant, oh mon Dieu, maintenant, cette contreplantation, par définition, est fragile puisque la population n'arrive même pas à se reproduire. Donc, elle n'arrive pas à satisfaire les gens et les travailleurs, et ceux-ci, quelques-uns d'entre eux préfèrent se sauver et s'établir comme groupe de bandits et attaquer et vivre de maraudage ici et là. D'autres vont plus loin et établissent des docos que nous appelons des palenques, des quilombos, c'est-à-dire des villages tout à fait autonomes. Maintenant, la possibilité d'avoir une perle des Antilles qui produise tout dépend de l'environnement international. Or, la France, après la guerre de 7 ans, se trouve c'est un désastre, c'est une crise économique terrible, et le roi devra appeler et devra convoquer le tiers-État, les États et décider d'une réorganisation, et c'est à ce moment-là que le tiers-État prend le devant. Donc, nous avons une crise qui crée une dissension au sein de la colonie, de telle façon que les classes intermédiaires urbaines qui savaient aider la colonie à maintenir l'ordre dans les frontières, non, vont négocier de meilleures conditions de vie. C'est ainsi que commence une crise à l'intérieur de la colonie et qu'apparaît Toussaint Louverture, et Toussaint Louverture, se battant contre les Espagnols, contre les Anglais, va reconquérir l'île pour les Français. Les Français, maintenant, vont faire face à leurs propres armées coloniales, dont Toussaint est le chef, et aux bandes de marrons qui s'établissent et qui défendent leurs propres intérêts. Et ceci donne des résultats jusqu'à ce que Napoléon prenne le pouvoir avec le consulat. Et Napoléon décide de rappeler l'ordre d'émancipation générale et de rétablir l'esclavage.
C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté, tout s'est mort au fort de jour, etc., etc., et que les deux branches de la révolution haïtienne, la branche de la contre-plantation et la branche des affranchis urbains, on va s'unir pour nous donner une indépendance, je dirais, à bicéphale. Une indépendance bicéphale, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Le fait est que la guerre de l'indépendance d'Haïti est une réponse aux intentions génocidaires de Napoléon. Les Haïtiens, en devenant indépendants en 1804, sont conscients de la fragilité du projet d'indépendance. Ils créent un cordon de fortins pour se protéger. Ils établissent une économie de guerre, mais de toute façon, pour être indépendants, il leur faut obtenir des armes. Nous ne produisons pas d'armes, donc il leur faut maintenir des relations, soit avec l'Angleterre, soit avec les États-Unis, afin de s'opposer à la France. Une fois qu'ils établissent ces relations-là, la population se retire à l'intérieur et établit et s'isole un peu du monde international qui, de toute façon, est raciste, il ne l'accepte pas. Donc, vous avez la viabilité du projet de plantation donc, est mise en question au début du 19e siècle et justement, vers 1820, la France oblige Haïti à signer un traité de reconnaissance de l'indépendance qui coûte aux Haïtiens les œufs de la tête. Et ce qui permet à Haïti d'évoluer, c'est qu'à ce moment-là, justement, 2 ou 3 ans après la signature de ce traité-là, la France commence sa guerre d'Algérie. Voyez-vous? Et on nous oublie une petite île quelque part devant les richesses immenses que l'Algérie, ensuite l'Afrique offre à la France. On oublie la Caraïbe. Ce qui permet au 19e siècle que les Haïtiens réellement développent pleinement leur contre-plantation. La population qui, au début du 19e siècle, avait environ 300 à 400 000 personnes, finit le 19e siècle avec 2 millions d'habitants. C'est-à-dire, elle arrive à se multiplier et à vivre. Et on ne peut pas comparer la vie de l'Haïti du 19e siècle avec celle de l'Haïti du 18e siècle. Maintenant, pour notre malheur, les États-Unis finissent avec de rassembler les pays dans leurs frontières, ils tuent les habitants de l'Est, ils arrivent et prennent Haïti parce qu'ils ont besoin d'établir toute une base qui permette à San Francisco ou à Los Angeles de communiquer avec l'Est, avec New York, Boston, etc., en passant par le canal de Panama, et il leur faut une base pour leur bateau, et c'est ainsi que les États-Unis occupent Haïti. Maintenant, pour occuper Haïti, l'élite haïtienne, l'aristocratie, l'oligarchie haïtienne du début du 19e siècle a des habitudes qui dirigent le pays depuis le 19e siècle, a des habitudes d'autonomie. Les Américains vont s'appuyer sur les populations qui viennent du Levant, particulièrement les populations de Syrie, Liban et généralement qui sont en train de fuir l'Empire ottoman. Ces populations-là n'ont aucune tradition dans l'histoire d'Haïti. Et elles vont évoluer durant le XXe siècle et avec Papa Doc François Duvalier, elles vont devenir le nœud de la répression et de la direction du pays. Donc, ceci, c'est l'Haïti du XXe siècle. Cet Haïti du XXe siècle rencontre une contre-plantation solide qui peut résister à l'impact du capitalisme américain. Les Américains occupent Haïti au 19e siècle, mais n'arrivent pas à établir une seule plantation en Haïti. Et ils vont établir leur plantation soit à Cuba, soit à Saint-Domingue, mais en Haïti, il n'y a pas moyen d'avoir assez de terre pour faire une plantation. Pourquoi? Parce que la contre-plantation va se construire sur la base de ce que nous appelons la propriété familiale indivise. Donc, on ne peut pas obtenir, disons, 100 hectares de terre si on ne met pas d'accord 5 000 personnes, parce que tous les 5 000 personnes occupent les terres. Bref, donc, les États-Unis, ce qu'ils vont faire, ils vont cerner Haïti, fermer et, je dirais, étrangler l'économie paysanne, donc, et ainsi les Haïtiens vont devoir chercher du travail rémunéré dans les pays voisins.
Bref, nous sommes aujourd'hui à une époque où les États-Unis et l'État haïtien ne sont pas capables d'obéir aux règles normales de la reconstitution du pouvoir politique à travers les élections. Pourquoi? Parce que justement, l'occupation de l'espace public par la langue vernaculaire est totale. C'est-à-dire la langue vernaculaire a ses concepts des choses, ses concepts du blanc, ses concepts de l'égalité, etc. Dans un système capitaliste qui vit et se reproduit en créant des inégalités, pas moyen d'avoir un système où tout le monde pense, où tout le monde c'est monde, toute personne est une personne. Pour le système haïtien, on ne va pas planifier pour obtenir l'égalité, non, on planifie à partir d'une égalité fondamentale. Tu m'as enlevé mon espace webinaire. Bon, voilà, je l'ai. Donc, les États-Unis prennent le pays et maintenant, comme je dis, Haïti est tellement fragile qu'elle ne peut plus sortir de ce conflit avec l'Occident, les pays occidentaux en général, ce qu'ils appellent le core group, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France et le Canada, non, parce que nous sommes trop faibles et il nous faut de toute façon trouver des alliés à l'extérieur. Maintenant, les alliés possibles que nous avons à l'extérieur, les damnés de la terre, il nous faut leur parler et nous ne leur parlons que dans la langue impériale, parce que notre langue à nous est à nous. Et il n'y a que quelques pays qui le parlent, et dans la Caraïbe et dans l'océan Indien, etc., mais nous sommes très peu nombreux. Nous sommes très peu nombreux à parler. Donc, il nous faut passer par la langue impériale pour nous parler, pour nous communiquer, par exemple, avec les Algériens. Mais il se trouve que nous avons des concepts qui ne marchent pas. Le premier concept que l'haïtien ne connaît pas, c'est le concept esclave. L'haïtien peut dire, pas esclave, je ne suis pas un esclave, mais il ne peut pas dire, je suis un esclave. Voyez-vous, pour lui, c'est un captif ou un prisonnier. Donc, et ceci, je parle empiriquement, la sociologue guadeloupéenne, et bon, j'ai oublié son nom, non, fait une recherche, non, elle rencontre une dame qui était esclave, sur 200 pages d'interview avec cette dame-là, celle-ci raconte la vie des gens en esclavage sans jamais prononcer le mot esclave. Elle parle des personnes parce qu'elle ne connaît pas les esclaves. La même chose aussi, blanc et nègre. Je disais tout à l'heure en causant avec les collègues que Mouloud serait facilement appelé un nègre. Il y a un nègre qui t'appelle là, c'est Mouloud. Non, parce qu'on ne distingue pas le blanc. Le blanc veut dire étranger. Non, et mes enfants qui sont aussi noirs que moi sont vus comme des blancs. Deuxièmement, un mot très important, le mot créole bossal. Durant la colonie, le bossal, c'est celui qui vient de l'Afrique. Le créole est celui qui naît dans la colonie et qui connaît les faits et gestes de la colonie. Or, il se trouve que l'haïtien ne distingue pas le créole et le bossal. Bossal veut dire pour l'haïtien simplement quelqu'un qui ne connaît pas les règles du jeu. Ce qui veut dire qu'après 1804, le créole aussi disparaît. Nous sommes tous des haïtiens, point. Il n'y a pas de créole bossal. Or, voilà, c'est ça que je dis, il faut faire attention pour nettoyer la langue. Moi qui écris un livre où j'essaie de faire voir l'histoire que, entre guillemets, les bossals ont créé, j'utilise le concept de Louis XIV de bossal et non pas le concept des haïtiens de bossal. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut nettoyer la langue. J'aurais mieux fait de chercher un texte qui représente l'idée de l'haïtien franc, l'haïtien non acculturé, non, pour lui parler. Voyez-vous, de même que l'haïtien ne s'appelle pas paysan, il s'appelle habitant. C'est-à-dire settler. C'est une nouvelle forme d'occuper le pays, c'est un habitant. Personne ne pense que lorsque, disons, les Suédois vont s'établir aux États-Unis ou ils vont s'établir au Brésil, ils vont tous là pour être paysans. Donc, pourquoi penser que tous les Africains qui arrivent en Haïti vont être des paysans? Pourquoi penser qu'après 1804, tous les, entre guillemets, bossals sont des paysans? C'est pas vrai. Ils s'appellent habitants. Et le créole dit habitant. Le créole ne dit pas paysan. Paysan en créole, c'est un mot qui relève de l'ancien français qui veut dire que nous sommes du même pays. En espagnol, paisano. Il est paisano. Tu es mon paysan. Donc, Haïti, durant 2 siècles,
Haïti n'a pas pu empêcher l'intervention. Elle ne peut pas contrôler l'intervention en s'alliant aux damnés de la terre. Cette alliance suppose l'utilisation des langues impériales et pour pouvoir causer, il nous faut aujourd'hui nettoyer ces langues-là. Pour que je comprenne parfaitement nos amis algériens ou nos amis canadiens ou nos amis américains et dans leur Black Lives Matter, je dois nettoyer la langue. D'ailleurs, leur dire ce qu'est black pour moi n'est pas black pour eux, etc., etc. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est plus ou moins la situation que nous avons en Haïti aujourd'hui, où nous représentons, où nous représentons Vous avez encore 2 minutes, professeur Casimir. Oui, j'essaie d'ouvrir mon... Ah, voilà. Oui. Donc, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire, à savoir que nous créons la vie, nous avons un système où la création de vie, de joie est essentielle, où tous nous respectons, nous acceptons comme égaux, et à partir duquel nous voulons projeter le lendemain. Mais nous sommes cernés, nous vivons dans un système qui se reproduit par la création d'inégalités. Plus nous sommes exploités, plus le système capitaliste s'enrichit, et plus le système capitaliste s'enrichit, plus il met l'argent à fonctionner et fait des progrès, et plus nous éloignons d'eux. Pour sortir, nous ne pouvons que nous allier les autres damnés de la terre avec nous, et pour ce faire, il nous faut passer par les langues impériales, langues que nous devons nettoyer. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, professeur Casimir, pour ce tour de force. Je sais pas, j'aurais pas réussi pour ma part, qui consiste à brosser un peu plus de 2 siècles d'histoire en 20-25 minutes. Vous y êtes parvenu. Il y a énormément de dates, de personnages historiques, d'éléments d'analyse qui sont nouveaux, qui sont propres à la grille d'analyse qui est la vôtre. On en a nommé plusieurs. On aura l'occasion d'y revenir pendant la période d'échange si le public a besoin de précision. Voilà, donc merci infiniment. On a parvenu à lier la question haïtienne et la question algérienne à travers l'élément que vous avez mis dans la discussion entre l'indépendance 1804, ensuite la question de la dette et du traité qui finalement finit par lier le destin d'Haïti, la séquence qui conduit jusqu'à l'occupation de l'Algérie en 1830. Et vous finissez par quelque chose qui consiste à nous dire qu'il y a véritablement pas de lien, pas de possibilité en tout cas de s'extraire de la tutelle et de la domination qui pèse sur Haïti actuellement sans la lier au destin des autres peuples qui ont été jadis soumis à la colonisation. On va voir comment cette articulation entre la question algérienne et haïtienne peut se faire. Donc, Nordin Amara aura pour tâche donc de poursuivre cette discussion. Qui est Nordin Amara? Il est un historien algérien, donc il tient à dire ça comme ça, historien algérien, qui est depuis 2019 docteur en histoire de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Il a soutenu donc une thèse de doctorat sous la direction de Patrick Veil. Aujourd'hui, il est chercheur postdoctoral à la Scuola Superiore Meridionale de Naples, en Italie. Sa thèse de doctorat soutenue, donc, comme je l'ai dit, sous la direction de Patrick Veil, porte sur les questions de la nationalité des Algériens dans l'Empire ottoman. Jean Casimir a évoqué cette période ottomane, comment elle est liée au destin d'Haïti, notamment par l'arrivée de beaucoup de catégories qui viennent de Syrie, du Liban et qui finissent par s'établir en Haïti, qui pèsent d'une façon importante sur les structures du pouvoir. C'est important aussi à considérer. Donc, la thèse de Nordin Amara, elle a pour titre « Faire la France en Algérie, émigration avec un E, algérienne, mésusage du nom et conflit de nationalité dans le monde », donc avec un sous-titre de la chute d'Alger aux années 30. Le champ d'intérêt de Nordin Amara porte sur l'histoire du Maghreb, donc qui va de l'Empire ottoman à la période coloniale française, c'est-à-dire du 19e et 20e siècle surtout. Nordin s'intéresse aussi aux archives et à l'historiographie de l'espace méditerranéen. Et plus récemment, il se penche donc sur les questions de justice, puisque là, cette question de la justice au regard des crimes coloniaux, elle va certainement revenir dans son propos, les questions de justice, de réparation, donc les crimes coloniaux français en Algérie. Nordin est affilié à l'African Futures Action Lab. Voilà. Donc, mon collègue Sylvain, donc, normalement, devrait vous partager quelques-unes de ses publications. Il vous donne quelques liens pour retrouver certains de ses écrits.
Nordin, vous pouvez retrouver ces textes dans la revue Naqd, qui est une revue algérienne de critique sociale disponible à partir de la base de données Kern. Il y a également des textes dans la revue européenne d'histoire, la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Voilà. Je pense que je n'oublie rien. Donc, Nordin Amara, la parole est à vous. Donc, pour la perspective algérienne et la liaison avec le cas haïtien. Nordin, pour les 20 prochaines. Oui, vous m'entendez? Très bien. Merci Mouloud, merci Jean. Je vais essayer de faire la connexion, en tout cas d'essayer d'articuler les réflexions sur Haïti avec celles de l'Algérie. Et je vais envie de poser la question comme suivante, c'est-à-dire pourquoi le colonisé a été et reste toujours une figure de l'insupportable. Et je commencerai par un hors-propos, sans vous en demander la permission, à vous gens qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient qu'un emporté avec respect sur les premières couvertures de livres dévorés, et vous, Mouloud, dans la cause juste que nous avons en partage, la réparation de la justice des crimes coloniaux, a relié de par le monde de trajectoires algériennes, il faut le dire, l'Algérie indépendante n'a su faire rencontrer sur son propre sol souverain. Et comme tout s'effondre aujourd'hui, j'ai décidé de me poser aussi à ras du chaos, de m'affranchir un peu de l'ordre réglé du discours et des débats tel qu'il a été arrêté. Je voudrais donc commencer, ou recommencer d'ailleurs, par la statistique morbide, la litanie des morts et des endeuillés. Bien. Donc je disais un hors propos qui n'est pas finalement si hors propos que cela. Et l'idée, c'est d'articuler cette réflexion de ce que serait une écriture souveraine des résistances algériennes et haïtiennes à l'actualité. Donc, je disais, avant que Mouloud ne m'interrompe, je voudrais commencer ou recommencer d'ailleurs, et cette idée de recommencement est fondamentale, il me semble, par la statistique morbide, la litanie des morts et des endeuillés, mais le chiffre terrorise, nous dit-on, parce que la source n'est pas bonne. Elle est articulée par le Hamas et son ministère d'une santé ruinée par le bombardement israélien. Alors, qu'est-ce que cette actualité palestinienne vient faire ici? Nous pourrions, ce chiffre des morts palestiniens, nous pourrions le manipuler, le réinscrire dans la chaîne des citations autorisées, chercheurs de toutes parts et contradictoires qui, un siècle déjà, nous ont livré les clés d'un conflit sans pouvoir le terminer et donnant aujourd'hui cette impression de refroidir le crime d'hier pour assurer à aujourd'hui et à demain la ration gloutonne de mort. Alors le pouvoir de citation, à quoi bon travailler le cadavre? Cela ne sait pas faire revenir les morts parmi les vivants. Nous pourrions alors convoquer la loi et le droit, parole d'autorité, qui manquent de pouvoir de contraindre les parties, comme nous le montre encore la dernière livraison de la Cour internationale de justice sur le sujet. Le jugement des juges internationaux, vide de commandement, prolonge comme effrayé la furie criminelle. D'ailleurs, Palestiniens et colonisés de toute époque savent d'expérience que chercher le juste dans la loi et par la loi qui vous dépossède est une dépense en pure perte. Ainsi, on a décidé l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947, par sa résolution qui ne résout rien, si ce n'est qu'elle instille le principe de la guerre permanente, autrement vu, de la résistance palestinienne. C'est ainsi souvent que les guerres viennent au monde, après délibération des puissants, mandataires réunis en session spéciale, et à qui le renfort de formalisme juridique ne pallie jamais au défaut d'un consentement indigène. C'est peut-être ici qu'il faudrait repenser ce que Jean a justement dit de la nécessité de nettoyer la langue impériale. Parce que ce n'est que cela qui nuit au bien général et aux relations amies entre les nations, pour citer la résolution de l'ONU sur le partage de la Palestine, ce qui nuit donc au bien général et aux relations amies entre les nations, c'est le défaut de consentement, autrement dit l'arbitraire de la loi et de ses partages, qui, usant de son pouvoir de définir les choses, prête aux autres sa propre nature, un acte d'agression. Si vous vous reportez à la résolution de 1947, elle dit que résister par la force au partage de la Palestine, tel que décidé en cabinet, serait considéré, je cite, comme une rupture de la paix, comme un acte d'agression, mais sans penser la loi elle-même qui le dit pour ce qu'elle est, à savoir un acte d'agression. Mais nous savons que pareil consentement indigène, donc à une occupation coloniale, ne se gagne jamais à l'usure. Nous savons que la seule menace contre la paix, telle que l'articule un langage vieilli et hérité de la SDN, ce sont ces mauvais partages entre le juste et l'injuste.
Nous savions, mais nous faillîmes. Il nous resterait alors à penser le fait accompli, à s'y résigner, mais souscrire à pareille éthique fait mal à nos consciences historiques, algériennes ou haïtiennes. Et c'est aux seuls dépossédés d'aujourd'hui, aux Palestiniens eux-mêmes, de décider de ce que le temps fait à leur juste et légitime aspiration, de prononcer, s'ils le souhaitent, les prescriptions par lesquelles pourrait se penser un côte à côte plutôt qu'un face à face avec l'occupant. Mais de ce que nous savons depuis Alger et son long siècle colonial, c'est qu'un fait d'occupation organise entre occupants et colonisés une coïncidence de lieux sur un même territoire sous une même souveraineté, et cette coïncidence de lieux n'a lieu, pour ainsi dire, que dans une discordance de temps. Depuis 1948 donc, et bien avant cela sans doute, jamais les Palestiniens n'oublient la guerre qui leur est faite. Jamais ils ne s'inscrivent dans un même plan avec l'occupant. Et cet impossible oubli remet chacun à sa juste place. Et toujours reviennent-ils à ces premiers partages de la guerre et des lois qui la poursuivent dans un compagnonnage assassin. La ligne de front, bien que fuyante, n'a jamais cessé d'exister, et toujours et encore, il y aura des retours malheureux à la guerre, jusque vienne la dernière. Aujourd'hui, ici et maintenant entre nous, j'ai pensé que ce jour ne pouvait pas s'engager sans dire ce qui déroute, ce qui trouble la raison et la foi, et rend incompréhensible ce qui jusqu'alors a été désigné monde. C'est le scandale de la réitération, c'est le sans cesse recommençant, le scandale du mal, et le bonheur hier des méchants. C'est comme le dit si bien Rania Moufok, à qui je partage une même condition d'écrivain, comme retourner au XIXe siècle avec les moyens du XXIe siècle. Alors aujourd'hui, que pourrait bien être cette somme de discours à venir ici, entre nous, qui, au bruit des bombes, à l'odeur du feu et du sang, s'effondrent dans leur propre profération? Que devrait être ce temps de pourparlers académique, s'il ne veut être une somme d'intelligence qui, couchée sur papier, consommant la page comme on consomme le crime, se meurt de rester sans écho dans le monde, sans secours pour les Palestiniens, pour le génocide annoncé et désormais comme feuilletonné par les mots des uns et des autres, et sans doute par nos propres mots. C'est un peu, vous savez, l'effet live de ces grands médias qui, jouant du principe des vies suspendues pour tenir à jour le fil de l'actualité, ne nous apprend rien qui change, parce que toujours la mort au bout du jour. Autrement dit, penser l'Algérie et Haïti, penser leur trajectoire historique singulière et leur résonance, nous oblige quelque peu à y penser comme ce qui ne saurait être un acte de réflexion nul, un acte gratuit, depuis que les mots, n'agitant qu'un milieu de propagation restreint, ne savent arrêter les bombes et les massacres. Il n'est de mon point de vue d'écriture souveraine qu'en celle qui porte une sortie du tragique colonial et assume sans or pourpre vraiment la possibilité d'un renversement du monde et de ses ordres, qu'ils soient narratifs, légaux et esthétiques. Je reviendrai sur ce fondamental de l'esthétique. Il ne peut, je pense, donc se penser d'écriture souveraine et décoloniale sans l'articuler à une prétention exorbitante et justifiée de revendiquer ou de disputer un pouvoir de direction du monde plutôt que de se restreindre à sa simple description. Car comprendre, saisir le chaos par l'entendement ne l'arrête pas. Alors peut-être, comme le dit la philosophe Françoise Collin, dans son étude sur Blanchot, il ne faut pas peindre le meurtre de César, il faut être Brutus. Et disons cela, ce n'est pas appeler au meurtre, faut laisser aux adversaires l'inconvenance de cette interprétation de travers de nos métaphores, mais nous devons répondre alors à qu'est-ce que serait cet être Brutus. Et je pense c'est reposer ce vieux problème très actuel, mais visiblement mal résolu, de la violence dans l'histoire et de ses légitimations différenciées et discriminantes. Et sortir le monde actuel de son orbite et de ses limites nous oblige précisément à la redite de cette question secousse, et elle est là la passion joyeuse, il me semble, dans cette écriture qui dévie, cette écriture qui écarte, qui débusque et souvent terrifie les biens en place. Et le monstre est bien ailleurs que sous nos plumes. Souveraine dit de la chose sous pareille épithète qu'elle est sans appel, au-dessus de tout, et qui emporte tout. Et écrire l'histoire à la manière des coloniales, c'est bien souvent prendre part, prendre goût au monde et à son écriture, elle n'est cependant pas simple plaisir égoïste d'auteur. Goûter aux joies du récit, c'est refaire une conscience égale au monde. C'est faire un monde mien, quand d'ordinaire, nous l'habitons comme non coïncident. Il nous faut alors réécrire la chair et les paroles vives de derrière les concepts froids des grandes écoles de pensée, derrière les taxonomies légales qui, découpant le monde, nous le fait souvent trop étroit, espace d'inconfort et d'insécurité, quand nous n'y redons pas comme âme en peine dans ce qui est devenu pour nous l'espace d'une chasse à l'homme. Écrire donc ce qui commence par le meurtre et par le sang a toujours été une épreuve, une douleur. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il nous faut gémir, mais s'il nous faut gémir, il nous faut gémir sérieusement, ici et là.
Et pour que l'histoire des colonisations, comme celle de l'esclavage, atteigne le plus haut point de son genre, pour qu'elle excelle autrement que par les effets de style et l'esthétique de ses formes, elle doit s'accepter comme écriture de l'accountability, pour employer un anglicisme utile, une écriture qui accuse donc, car il n'est de justice sans accusation. Sinon, il me semble que depuis Haïti comme depuis l'Algérie, nous coinçons le monde à venir, pour reprendre Blanchot, dans la mémoire du cri, ce cri de l'indépendance algérienne et haïtienne, mais toujours dans l'attente du chant, un monde qu'on occupe à égalité. Si l'écriture doit tout emporter, elle doit se penser souveraine non pour soi, mais pour autrui. Et elle ne peut se réaliser que dans une aspiration pour tous à la justice faite valeur exemplaire, une justice non comptable, mais de l'ordre de l'incommensurable, c'est-à-dire catégorique. Parce que la force seule ne peut continuer comme aujourd'hui à faire sens, à s'approprier le monde, le pouvoir de le signifier et de décider ceux qui l'habitent et ceux qui n'en ont plus le droit. Décolonial est pour moi cette articulation philosophique qui cherche l'accord parfait entre vérité, écriture et justice. J'allais oser le mot bonheur, mais c'est peut-être un mot piégé. Et c'est sans doute cette articulation, en tout cas cette prétention, qui peut-être explique qu'elle soit décriée comme fondamentale, comme radicale. Alors radical, à ce qu'en dit une étymologie, c'est un retour à la racine. Et je pense que appliquer cette étymologie à la question Palestine, c'est considérer ce problème comme fondamentalement un problème colonial. Et ici, notre part, apprendre ne peut donc être qu'anticolonial. Et cette radicalité franche s'entend comme une pensée du refus, disant clairement qu'il me semble qu'il y a des choses qui ne devraient plus être discutées. Ce qu'Israël est, nous savons déjà. Colonial est ici aussi rigoureusement catégorique. Nous savons, mais c'est là un partage des connaissances qui, sans cesse récusé comme dogmatique, nous force à nous demander s'il est encore heuristique de faire réentendre nos raisons. Sur ce point, il me semble qu'il y a comme un excès d'argumentation par politesse, en fulminant au mot, résistant à cette possibilité d'entendement, la partie adverse déplace l'épreuve de la facibilité sur le terrain de la guerre recommencée. Et détonnant au bruit sourd des bombes, qui en plus des malheurs de la mort nous délivre la meilleure démonstration, Israël force les évidences, débordant de réjouissances voraces et nous promettant tabourbantant la danse macabre habituelle des puissances coloniales qui se savent vulnérables à leurs principes de commencement, comme leur politique continuée depuis leur première victoire par les armes. Parce qu'au final, l'enjeu de cette qualification coloniale atteint au principe vital d'une collectivité historique qui est Israël, dont la première menace qui l'effraie est la conscience d'elle-même de son origine violente. Et s'il nous est possible d'entendre cette vulnérabilité au sens de la comprendre, il me semble que ce n'est pas à nous d'y répondre, mais à la puissance étatique et à ses ressortissants dont les fictions légales agissent tel un dispositif juridique qui communique que le feu est à la charge mémoriale palestinienne parce qu'il fait des Palestiniens des étrangers chez eux. Alors, j'avais envie de dire, sous une forme de question qui pourrait paraître rhétorique, nous faut-il alors désarmer et abandonner ces modes classiques de la disputatio? Faut-il déserter les forums de la délibération? Et ce qui me semble être l'exercice parfois exténué de la persuasion, comme voie possible de règlement d'un différend historique, quant au principe de la disputabilité, quant au principe de la controverse, nous est opposé le précepte de la guerre. Et je pense que c'est à cela que nous devons réfléchir, sinon il nous reste à fuir les mots d'un langage menacé de l'intérieur, quand bien même nous le nettoierons, comme rougi de honte par un usage excessif des mots, d'une langue réduite à ses effets et aux petits plaisirs qui s'y sont attachés. Vraiment, que perdons-nous dans le tout du langage lorsqu'il s'agit de parler de génocide et de guerre coloniale? Que reste-t-il à dire au milieu du bruit pour faire entendre ce qui nous réunit aujourd'hui? Que serait l'extrême de notre parole? Une parole qui ne serait pas le jeu du bavard, mais qui saurait se faire entendre et comprendre et qui s'accepte comme un travail sur le monde. Vous savez, je dis souvent que j'ai dans l'oreille cette parole, cette clameur étonnante d'une Algérie libérée, rieuse d'un temps où elle sut faire de l'anticolonialisme une passion joyeuse, un tue-tête qui aujourd'hui ne réussit pas à dominer le beuglement du monde, chauffé à blanc et à sang par des criminels qui, se gonflant de tout leur souffle, vomissent en rafale la furie des bombes gueulantes, comme s'il ne s'agissait que de brûler un peu de poudre pour nettoyer le monde, faire place nette de ces gens tombés dans la choséité des animaux humains, nous dit un ministre en défense d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, on fait encore bobance de nos chairs. Et colonial, cela parle, cela ne cesse de parler,
comme une matière qui ne s'épuise pas. C'est comme dire, il était une fois la guerre et le meurtre. On nous répète ce contre d'effroi, sans la peine de réorganiser les figures, les figurants et les figurations, sans renversement des valeurs scéniques. Un conte à mourir debout, fauché. C'est un peu un mauvais remake du bon, du brut et du truand, genre western, d'un Far West, où les Apaches devenus arabes sont immuablement campés en tireurs de couteaux, en scalpeurs et coupeurs de tête. Et c'est pour ça que je pense que, décidément, les colonisés sont des figures de l'insupportable. L'expérience qu'ils font du mal les fait voir peu de travers. Ils sont vus de travers parce qu'ils sont des figures effrayantes par le crime qu'ils racontent, mais ne se laissant jamais regarder de face. Ils insupportent, un peu trop cadavres, ils puent la mort. Ils sont visage hideux par lequel se regarde l'assassin, pensant tuer le crime en détournant le regard. Mais défigurer le monde ne suffit pas à provoquer la justice. Parce que si nos visages parviennent à articuler la commission du terrible, renvoyant à la face du criminel sa forfaiture, l'aveu est comme indécis, car toujours les colonisés sont des victimes un peu trop cannibales. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui du crime des Palestiniens un crime sans que vraiment ne coule le sang, un crime presque acceptable. Il y a comme une impossibilité de faire de ces violences reçues par le colonisé une vérité bouche à bouche avec l'exigence de justice. Alors que les violences rendues par le colonisé sont, elles, une vérité sans appel, au-delà de tout doute, même raisonnable. Ici, l'indécidable ne joue pas en faveur des colonisés. La question est réglée dans l'indignité du non-prêté terroriste. Et comme rien ne peut devoir se perdre, ce qui a donc commencé par le meurtre et le sang, encore finit en écriture. Il n'y a plus un donné pour un rendu qui vaille, il n'y aurait que de la violence synchrone. Ces figures de l'insupportable, il me semble, dans une ambition décoloniale, qu'il nous reste à les raconter en justes à qui la force a manqué. Les Palestiniens sont pour moi les justes à qui la force a manqué, et ceux de notre faute à tous, pas simplement des criminels. Il est aussi là le scandale. Et prendre sa part et prendre goût au monde, ce n'est plus dès lors un problème de définition de qui est qui, mais un problème de méthode pour faire triompher la justice dans cette exigence de vérité. Les Palestiniens sont les justes à qui la force manque, comme cela a été le cas des Algériens dans leur lutte pour l'indépendance contre la puissance coloniale française. Et cela dit tout le tragique de la situation, interrogeant les historiens que nous sommes sur ce que doit être, s'il y a lieu, c'est mon opinion, une éthique de responsabilité quand nous racontons un passé colonial jamais totalement passé. Et c'est sur cette dimension-là de qu'est-ce qu'est écrire l'histoire, quelle est notre responsabilité, que j'aimerais ouvrir la discussion avec vous, Jean, mais aussi avec la salle, si ces propos semblent faire écho avec les enjeux d'aujourd'hui et la tragédie qui est celle de la tragédie palestinienne. Merci. Merci infiniment, Nordin Amara. Merci infiniment, Jean Casimir. Donc, on a beaucoup de temps devant nous. On a encore 1 heure devant nous. Peut-être on va enchaîner avec 2 questions qui sont issues des personnes qui participent. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour lier les questions de façon à ce qu'elles ne soient pas discordantes. La première des questions, peut-être, la première qui a surgi, elle s'adresse à Jean Casimir. Elle est en lien avec un des éléments importants de son propos, en lien avec la question de la contreplantation notamment, comme forme de résistance, comme habitat anticolonial. Donc, la question qui vous est posée, Jean Casimir, c'était quoi les formes de propriété foncière en Haïti avant la colonisation, c'est-à-dire avant l'incorporation au système monde eurocapitaliste? Ça, c'est la première question pour vous. La deuxième pour vous, Nordine, en lien direct avec votre propos, c'est le fait que les questions, si vous voulez, en lien avec la question coloniale, sont souvent réduites à des enjeux d'égale reconnaissance des mémoires. Alors justement, cette question-là de la mémoire, vous connaissez sans doute comme historien tout ce débat sur les lois mémorielles qui ont été votées. Est-ce que justement la justice au regard des crimes coloniaux est réductible à une simple reconnaissance, à cette question de la reconnaissance mémorielle? Donc le rapport entre mémoire et justice. Est-ce que justement il n'y a pas un risque qui consiste finalement à faire en sorte que la reconnaissance des crimes passés, leur seule reconnaissance dans un dispositif qui serait celle d'une mémoire, ne parvient pas quelque part à neutraliser l'enjeu de justice qui est au cœur de la question? Voilà, la première question, donc, c'est la propriété foncière dans
en Haïti. Et la deuxième, c'est la neutralisation de la question de la justice par le jeu de la mémoire. Jean Casimir d'abord. Allô, ça va maintenant? Oui. Bon, je n'entends pas. Vous m'écoutez? Mais je On vous vous entends entend plus. très bien. Allez-y. Très bien. Oui. À mon humble avis, du moins, d'après ce que je cherche, les Taïnos n'avaient pas la conception de la propriété privée. Auparavant, ça n'existait pas avant l'arrivée des Européens, tant et si bien que la plupart des cartes géographiques faites sur l'Haïti précolombienne n'ont trace des frontières, mais qui ne sont pas réelles parce que la population n'avait pas une conception de propriété privée. Maintenant, lorsqu'arrivent les captifs, la définition d'un esclave par Louis XIV dans le Code noir, c'est celui qui ne peut rien posséder qui n'appartienne à son maître. Donc, vous imaginez, durant 100 ans, de gens qui travaillent, qui ne peuvent rien posséder qui n'appartiennent à leur maître. Et c'est à partir de ce déni de toute propriété qu'ils vont construire une famille et qu'ils vont construire une vie à partir de 1791 quand commence l'insurrection générale. Voyez-vous, c'est ce qui va donner un sens à toute la contre-plantation, à savoir que nous allons tout construire sans que personne ne possède rien en particulier. Et voyez-vous, donc, définitivement, la famille elle-même ne peut pas être une famille judéo-chrétienne. La famille elle-même ne peut pas être même un couple. La famille, c'est la communauté. C'est celle qui définit l'individu, c'est celle qui protège l'individu, c'est celle qui défend l'individu. Voyez-vous? Et je dois vous dire aussi qu'en créole, le genre n'existe pas. Voyez-vous? C'est-à-dire que si on dit Livini, il est venu ou elle est venue, c'est exactement la même chose. Il y a aussi d'autres éléments qui portent. Bref, donc, la propriété collective indivise, c'est ce que les Haïtiens, après l'indépendance, vont imaginer pour pouvoir vivre. Maintenant, ils vivent dans un monde où la propriété privée existe. Donc, lorsqu'un Haïtien, par exemple, achète une terre, s'approprie d'une terre quelconque, d'une propriété foncière, il se l'approprie pour sa famille. C'est-à-dire que cette terre redevient immédiatement une terre qui appartient à une propriété collective indivise. Donc, ces jours-ci, vous avez le va-et-vient entre la propriété collective indivise et la propriété privée. Et il y a des gens qui manipulent ça, parfois à bon escient, parfois à mauvais escient, bien entendu. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci, professeur Kademir. Nourdine Amara pour la question sur le rapport entre mémoire et neutralisation de la justice. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Mouloud, j'ai changé les écouteurs. Ça aurait dû être comme ça dès le début. Dommage. C'est merveilleux. Très bien. Donc, je vais reprendre le texte. Ah non, c'est pas nécessaire. Non, je regarde. Sur cette mémoire, sur cette question de la mémoire, ou cette idée que la production d'une pure connaissance sur ce qu'auraient été les crimes coloniaux équivaudrait justice rendue à ceux qui ont souffert des crimes coloniaux. Et comme tu le sais, Mouloud, j'ai beaucoup écrit et critiqué là-dessus, et il me semble que c'est le piège dans lequel nous tombons en Algérie et l'État algérien en acceptant de participer à une fameuse commission mixte franco-algérienne sur la question du passé colonial. Il ne peut y avoir de justice sans, je pense, recours ordinaire à ce qui est justice d'un crime rendu. L'aveu du crime par les autorités françaises, si on prend l'exemple de Ali Boumendjel, mais aussi par exemple de Maurice Audin, ne vaut pas absolution du criminel, ne vaut pas justice. Et il me semble qu'effectivement, la politique mémorielle, c'est une voie courte qui veut absolument travailler à un empêchement que justice soit rendue de ces crimes-là. Et ce qui est en jeu finalement à travers cela, loin de ce que beaucoup nous appellent et
nous confine, si vous voulez, dans cette catégorie de concurrence victimaire. C'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est notre dignité de justiciable. En quoi, Algérien que je suis, Haïtien que vous êtes, ma dignité de justiciable me permet d'occuper, de poser sur ce monde un pied à égalité d'autres. Et elle est là, il est là l'enjeu, si je peux dire. Et cet enjeu-là, ce n'est pas un devoir de mémoire qui satisfait, c'est véritablement justice. Et on le sait, je pense qu'il y a des empêchements légaux, procéduriaux, à ce que justice soit rendue, que ce soit par la loi d'amnistie, que ce soit par la manière dont l'ordre international légal est pensé. Et c'est aussi cela que nous devons appeler à repenser, à refonder, au travers de ce que peut être aussi nos narrations historiques. Donc non, mémoire ne vaut jamais justice. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce point-là, Jean-Casimir, ou je vais à d'autres questions? Et bon, il me semble que je partage l'opinion de Noridi, mais il y a un mot qui me manque pour moi, parce que je dois vous dire que je ne suis ni historien, ni avocat. Je suis plutôt sociologue. Il y a le mot droit qui manque, voyez-vous. Pour nous autres, est-ce que Christophe Colomb avait le droit de piller le pays? Il se trouve que un de nos derniers chefs d'État, qui est peut-être le plus, enfin, je ne vais pas le qualifier, parle de bandits légaux, parle de lawful bandits, non? C'est un bandit licencié. On lui donne une licence, pour vous voulez. C'est ce que c'est qu'un corsaire. Voyez-vous? Donc, le problème se pose non seulement dans notre dignité, mais dès le droit, l'État est fondé à partir des vols. Ce sont les vols faits par la Castille qui va permettre au royaume de Castille de créer l'Espagne comme État, et c'est en suivant ce chemin que les autres États vont se former, se coaliser et correctement afin de réellement avoir ce que nous appelons l'État souverain. Voilà pourquoi nous autres, nous ne pouvons pas accepter le mot souverain à travers l'État, mais nous devons créer notre définition de la souveraineté comme nous avons parlé jusqu'ici. Voyez-vous, donc, il y a une question de droit. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Une fois que vous n'avez pas le droit de faire ça, je ne peux plus avancer, je ne peux plus discuter, parce que les institutions sont basées sur des non-droits. Les institutions de l'État sont basées sur des non-droits. Merci, professeur Casimir. Alors, justement, il y a une question qui permet de prolonger votre propos, qui émerge du public, et elle se pose ainsi. Je vous invite à bien ouvrir les oreilles parce qu'elle n'est pas écrite de façon très simple, mais il y a une portée théorique que je saisis bien dans la question. Alors, je la lis de la façon suivante et je vais essayer de la simplifier. Est-ce que la parole souveraine, justement, ne reste pas dans un imaginaire de l'État, alors que la parole plébéienne des insubordonnés, le cri de la communauté des souffrants ou des dominés ou des intraitables, est-ce que ce n'est pas cette parole qui pourrait permettre de destituer l'hégémonie de la langue politique coloniale par le surgissement par effraction dans l'espace public de ceux et celles qui étaient exclus? Donc, c'est peut-être la notion de souveraineté qui serait stato-national ici, qui est questionnée, alors que ce que l'on essaye de faire valoir, c'est une perspective plus plébéienne, qui serait une parole, donc un ordre de discours subalterne porté par des catégories insubordonnées, plébéiennes, la communauté des souffrants, pour parler comme André Corten, la communauté des démonies, pour parler comme Walter Benjamin, ou la communauté des imprégnables, pour parler comme Jean-François Lyotard. Ça, c'est la première question. Donc, cette question-là de la parole souveraine, si elle ne reste pas dans un imaginaire d'État. On vous invite donc à dire ce que vous en pensez. La deuxième question, peut-être pour Nordin Amara, qui est toujours saillante dans votre propos, vous ne pouvez pas ne pas avoir à la préciser, c'est la question de l'esthétique de la justice. Puisque vous posez la question de la justice, comment faire en sorte que cette exigence de justice ne sonne pas comme quelque chose qui serait de l'ordre du ressentiment? Comment rendre cette exigence de justice beau? Comment la rendre belle? Qu'est-ce qui découle du processus de quête de justice qui a une dimension esthétique de portée universelle, irréductible à la question algéro-française ou algéro-haïtienne, mais qui est de portée, si vous voulez, sa portée ou sa dimension plus universelle. Donc, préciser cette dimension de l'esthétique de la justice et comment cette quête
peut être joyeuse et belle pour donner envie de s'inscrire dedans. Celui d'entre vous qui veut commencer, je conçois très bien que c'est des questions de... Alors, vas-y, non. Je vais peut-être articuler les deux questions. Dans mon idée, j'aurais dû peut-être le préciser, il y avait une manière de penser le débat auquel tu nous as invité, Mouloud, c'est de dire effectivement, mais qui est le véritable sujet souverain de cette écriture décoloniale? Et pour moi, ce n'est pas l'État. Parce que ce que nos États indépendants nous montrent, c'est bien la faillite d'un devenir décolonial. Si je prends le cas de l'Algérie, et c'est pour moi véritablement, on peut le dire, une douleur en tout cas, peut-être que je me trompe, mais il y a, alors que l'Algérie a porté pendant longtemps, si vous voulez, un anticolonialisme de principe, philosophique, je peux dire, il me semble que il ne pourra être cet État décolonial comme proposition faite au monde. C'est peut-être pas l'endroit de discuter des raisons, en tout cas objectifs, et de rappeler, comme beaucoup de collègues et amis le disent, c'est que l'Algérie est aussi partie intégrante d'un monde et de ses bouleversements, ce qui peut-être empêche ce devenir-là décolonial. Donc je pense que oui, l'émergence du sujet souverain dans une perspective décoloniale est fondamentale. Mais si on articule cette question-là de sujet souverain comme émergence, comme acteur et comme sujet de droit, elle reste malgré tout, et c'est là le paradoxe, liée à l'État. Parce que ce n'est qu'au travers de l'État et de ses ressources que nous pourrions obtenir justice. Parce que j'allais dire colonial, parce que l'ordre légal, et peut-être dans ses héritages impériaux, n'est fondé que sur le principe de l'État. Donc c'est à penser ici l'articulation entre l'émergence d'un sujet souverain qui puisse avoir et trouver les ressources de contraindre les États respectifs, et là ce sont les nôtres, parce que je pense que ce sont d'abord la faillite de nos États qui nous importe, pour pouvoir porter cette exigence, cette revendication de justice. Donc sujet souverain, plébéien, vous l'appelez comme cela si le mot vous convient, mais c'est effectivement pour moi le sujet souverain, mais dans une articulation à l'État, parce que à l'ordre du jour, aujourd'hui, le monde est organisé suivant le principe de l'État et de leur souveraineté aussi. Et on peut ne nier à moins de proposer une révolution mondiale de l'ordre légal. Sur la question de l'esthétique, j'ai pas véritablement de réponse. Mais il me semble que parfois j'ai cette impression que nous ne savons pas raconter de belles histoires avec nos morts. Et c'est cette idée justement que je disais, c'est comment réinscrire l'usage des violences, qu'on le discrimine selon qu'elle soit légitime ou non légitime, dans ce qui pourrait être compris non pas comme une figure ou un ressentiment, un mouvement, mais l'exigence fondamentale, l'exigence digne de justice, de réparation et de résistance. Et cette esthétique est à penser, je pense, au travers du récit, mais le récit n'est que le premier pas. Comme la mémoire, le récit ne saura pas faire justice. Et donc, cette esthétique-là ne peut être, à mon avis, qu'une esthétique de rapport de force. Il faut penser comment écrire peut bouleverser, peut changer, peut créer un rapport de force qui permettrait justement que justice soit faite pour nous et pour tous. Si tu me demandes une sorte de décliner ça en différents points de la méthode, je sais pas, véritablement. C'est quelque chose qui est en réflexion, qui est en construction. Et je sais que ce qu'on nous propose ne va pas. Et il est là aussi le trouble, et il est là aussi l'impuissance que nous partageons. Merci, Nordi. J'aimerais, oui, j'ajouterais quelque chose. Pas que enfin, il y a une nuance. Voyez-vous, dans l'émergence du sujet souverain, il y a ce que j'appelle des conduites décoloniales. Voyez-vous, j'écris quelque chose, le livre s'appelle Une lecture décoloniale de l'histoire des Haïtiens, mais c'est une lecture qui va voir les actions décoloniales prises depuis l'époque de l'esclavage. C'est-à-dire que les gens qui sont captifs et qui vivent dans l'esclavage prennent souverainement des actions, des conduites décoloniales, sans tenir compte des principes des lois de l'État colonial. L'État colonial qui, évidemment, traverse cette fameuse date de l'indépendance. Donc, les gens ont des conduites décoloniales. Et moi, un beau jour, après être passé par toute l'acculturation, la créolisation, tout ce que vous voulez, mais occidentalisé, je découvre qu'il y a une lecture décoloniale que je peux faire, mais cette lecture-là, c'est une lecture qui remonte depuis avant 1804.
depuis le premier qui arrive et qui décide d'aller dans les bois et de vivre comme bon lui semble. Donc, il y a le sujet, ou le plébéien, peu importe, il y a le sujet décolonial, non, pardon, le sujet souverain qui, avec ses amis, etc., crée et prend des positions souveraines, non, et nous ne pouvons pas accepter, et qui n'accepte pas que l'État lui dise quoi que ce soit. Voyez-vous, bon, c'est ce sujet-là qui arrive. Ceci m'amène maintenant à la question que posait Amara, à savoir l'État. Voyez-vous, nous ne sommes pas dans une époque de crise, nous sommes dans une crise de l'époque. Voyez-vous, ceux-là n'ont jamais parlé à l'État, nous avons demandé à l'État la permission de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, nos plébéiens s'organisent, vivent et avancent. Voyez-vous, c'est justement pourquoi aujourd'hui en Haïti, ces jours-ci, nous voyons que la langue créole, la langue qui a été discriminée depuis qu'elle existe, non, prend le pouvoir. Elle occupe la place politique, voyez-vous. Donc, l'État est dans l'impossibilité même de traduire ces lois en créole, parce que ces lois ne veulent rien dire. Je vais vous donner un exemple très simple. L'État est dans la justice, parlait, il y a fait quelques années de cela, d'enfants légitimes et d'enfants illégitimes. Mais en Haïti, les enfants n'ont jamais été légitimes, ils ont toujours été illégitimes dans la définition de l'État, puisqu'il n'y a jamais eu de mariage suivant les lois de l'État. Mais ça n'a jamais empêché aux gens de se reproduire. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc, il y a une souveraineté qui s'exerce en dehors des normes de l'État. Maintenant, est-ce que cet État est indispensable? Croyez-moi, les gens s'en dispensent. Voyez-vous, les gens vivent sans l'État, en dehors de l'État. Maintenant, est-ce qu'il faut, je dirais, se plier et rentrer dans la norme de l'État? Ça, je préfère parler de l'époque de crise et non pas de la crise. On est dans une crise de l'époque et non pas dans une époque de crise. C'est-à-dire que l'État est mis en demeure de se reformuler parce que nous n'obéissons pas. Et ce qui arrive, c'est que les gens continuent à ne pas obéir malgré la possibilité de génocide. Merci, merci, professeur Casimir. On a deux autres questions. La première, c'est un des objectifs qu'on avait en essayant de lier la question haïtienne et la question algérienne, c'est de voir finalement comment les quêtes de justice, ce qui consiste à essayer de sortir de la tutelle qui pèse sur ces deux entités, on essaie de voir qu'est-ce que pourrait permettre la voie panafricaine. La voie panafricaine peut-elle permettre quelque chose de novateur dans le traitement de ces questions, puisque très souvent les questions de justice entre Haïti et la France, entre l'Algérie et la France, sont prises dans des logiques et des relations bilatérales. Alors justement, y a-t-il quelque chose pour l'Algérie ou pour Haïti qui soit de l'ordre d'un lien, d'une communauté d'expérience entre le sort de ces pays, de ces peuples, de ces entités, leur quête de justice et la question de l'unité africaine quelque part? Enfin, attention, poser différemment, la question pourrait s'articuler comme suit. Est-ce que le destin d'Haïti est séparable de la question de l'unité africaine? C'est la première des questions. La deuxième, c'est par rapport à l'actualité palestinienne. Comment est-ce que la personne nous la pose? Je vais essayer de coller à son propos. C'est comment situer l'écriture souveraine par rapport au médium plus dominant, qui est celui de l'image, notamment alors que des pans importants de la population s'informent via les réseaux sociaux. Bon, bien entendu, ici, c'est la question iconographique, la question de l'image, puisque les Palestiniens sont associés, donc, comme on l'a dit au début, à des figures parmi les plus barbares, les plus dépréciées, et c'est là que le poids de l'islamophobie opère. Donc, la question de l'esthétique, en lien avec la question souveraine, et la question du panafricanisme et une façon de lier donc le destin d'Haïti et d'Algérie au-delà des relations bilatérales d'État à État, surtout du fait que les États ne sont pas tellement très intéressés par ces questions-là et sur les questions de justice pèsent souvent une raison d'État. Comment est-ce que le panafricanisme peut permettre d'autres voies? Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu alambiqué dans le résumé des questions, mais n'était pas simple à synthétiser. Bon. Et de toute façon, je ne peux pas concevoir la solution, aucune solution à la question d'Haïti sans une voie panafricaine, mais aussi pan-latino-américaine. C'est-à-dire qu'il faut bien que nous arrivions à nous associer, à nous allier à tous les damnés de la terre. C'est-à-dire que c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a
Qu'est-ce qui nous unit? Voyez-vous, c'est ce qui a, qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui a tracé les frontières de nos pays? C'est l'État. Voyez-vous, c'est l'État. Prenez par exemple l'île où je vis. Nous avons les républiques dominicaines à droite, Haïti à gauche, non, suivant la carte classique. Non, mais c'est une ligne que font les États. Les peuples se déplacent les uns les autres. Les Haïtiens n'ont aucun problème avec les Dominicains, ni les Dominicains avec les Haïtiens. Mais l'État haïtien, l'État dominicain, je vous assure, c'est comme des chiens et des chats. Voyez-vous, ils se mangent, ils s'entre-déchirent, ils se disent toutes sortes de paroles inacceptables et qu'on ne dit pas en public. Voyez-vous, donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'Haïti se pense en termes de l'ensemble des personnes que l'État utilise pour se renforcer et pour créer de plus en plus d'inégalités. Cet État-là arrive à un moment donné où même dans ses propres frontières, il est plus à même d'entretenir ces groupes dominés. Voyez-vous, il y a une implosion qui arrive et nous voyons cela arriver. Donc, et c'est justement là que nous devons nous unir à tous ceux qui souffrent. Je ne peux pas concevoir la question haïtienne sans une unité panafricaine, sans aussi une unité avec l'Amérique latine. Et pour l'Amérique latine, je ne parle pas des États de l'OEA. Je parle des peuples latino-américains, des institutions qui protestent et qui s'opposent, du groupe d'EF, etc., etc. Nordine, si tu pouvais allumer ton micro. Oui, oui, pour rejoindre ce que dit à l'instant Jean, je pense que enfin, l'idée du panafricanisme, elle surgit comme une évidence. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on pourrait euh, discuter sur, si ce n'est d'en discuter ses modalités d'action et son efficacité. Parce que, comme le dit Jean, ça dépend ce qu'on entend par panafricanisme. Est-ce que c'est un panafricanisme d'État avec l'Union africaine ou est-ce que c'est un panafricanisme des peuples? Mais quel que soit le niveau où l'on situe cette nécessité, j'allais dire cette urgence du panafricanisme, on ne peut pas ne pas la penser sous son aspect le plus pragmatique, sous sa nécessité d'efficacité. Comment une approche panafricaniste de la justice des crimes coloniaux de l'esclavage doit fonctionner? À quel niveau d'intervention? Comment changer le rapport des forces? Est-ce que c'est des actions, un front uni? Est-ce que c'est des actions multiples? Est-ce que c'est par, j'allais dire, par harcèlement juridique, en posant à chacun des États impériaux une question du droit et un impératif de justice? C'est quelque chose qui doit pouvoir se discuter, mais se résoudre très vite, parce que c'est aussi l'idée que finalement, le temps nous est toujours un peu compté. Et nous est un peu compté parce que justement, on est pris dans ce scandale, ce que je disais tout à l'heure, de l'éternel recommencement des crimes coloniaux. L'urgence est dans l'idée que finalement, la colonialisme n'est pas un anachronisme. On le voit avec la Palestine. Et elle est là, notre responsabilité. Donc, sur la question de l'esthétique, c'est pas simplement une question de l'esthétique des formes, c'est une esthétique de l'action. Et les deux sont liés, je pense. Mais c'est d'abord une esthétique de l'action. Et ça, et pas simplement de ces formes littéraires. Et pour rejoindre cette question également de l'esthétique de la justice, c'est aussi de dire finalement que ces siècles de dépossession, ces siècles de colonisation et d'esclavage, et leurs multiples inscriptions, tant dans l'espace que sur nos corps, je pense qu'ils nous commandent une obligation morale d'agir sans gêne. Il faut oser, il faut demander, il faut réclamer. Et c'est pas l'argument, en tout cas la disqualification qui nous fige dans la figure du ressentiment, qui doit finalement nous interdire de réclamer. Et s'il y a une méthode, je pense, qui devrait être efficace, c'est la méthode de l'impertinence. Parce qu'elle pose la question de notre inadéquation en tant que porteur de cette histoire coloniale, notre inadéquation au monde tel qu'il était et tel qu'il est aujourd'hui. Mais on ne peut faire l'économie, véritablement, je pense, de penser pragmatiquement, stratégiquement, quelle est la meilleure des approches globales, si je peux dire, panafricanistes, pour penser justice des crimes coloniaux de l'esclavage. Alors voilà, donc vous m'entendez toujours, j'imagine. Donc je vois que mon micro est toujours ouvert. Une des questions qui est posée, c'est donc de revenir, cher Nordine Amara, sur la figure du colonisé et de l'insupportable. Donc peut-être préciser ce que vous voulez dire par là.
Et pour Jean Casimir, vous avez abordé la question de la langue, la question de l'impérialité de la langue. Votre travail d'historien et de sociologue, quand il doit se fonder sur des sources, en quoi ça consiste un travail historique qui consiste à se fonder sur des sources, par exemple, non écrites, orales? À quelle méthodologie ou à quel type de travail l'historien est-il confronté dans un cas comme celui-là? Ça, la langue, d'abord, la langue a une logique. Voyez-vous, la langue, c'est une organisation de l'espace, c'est une définition de la réalité que je vis. Voyez-vous, il y a des choses que je ne vois pas parce que je ne les vis pas, ça ne fait pas partie de ma langue. C'est pour ça, par exemple, là, disons en créole, ou bien disons dans le vaudou, prêtre ou prêtresse, c'est la même chose, mambo ou bien ongan. On ne voit pas de différence entre les deux. Voyez-vous, c'est dans la langue, elle est construite dans la langue, l'indifférence entre le mâle et la femelle, entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence entre eux. Donc, dans la langue, nous avons tout cela. Maintenant, il y a des choses que la langue ne peut pas tolérer parce qu'elles sont illogiques. Voyez-vous, par exemple, je viens de dire le cas des enfants légitimes ou illégitimes, elle est illogique. Le cas du mariage. Chez nous, pour vous donner un exemple, les gens se marient religieusement et vont à l'église. Lorsqu'ils sont déjà vieux, après 50 ans de mariage, ils vont fêter les 50 ans qu'ils ont passés ensemble. Ils ne vont pas demander au prêtre la permission de coucher ensemble. Ils vivent et ensuite, voyez-vous, donc l'idée même de l'accouplement d'un homme et d'une femme n'a rien à voir avec la définition de l'Église et religieuse, etc., etc. Donc la langue nous donne toute une vision de ce que c'est que la réalité que je vis. OK. Maintenant, il y a des éléments que l'Empire, oui, il y a des éléments que l'Empire vous donne comme cadre de vie qui ne cadrent pas avec la langue, que les gens ne peuvent pas accepter. Ils passent à côté parce qu'ils ne comprennent pas la question qui leur est posée. Voyez-vous? Donc, il faut, quand on étudie les textes historiques, non, il faut chercher l'adéquation de ces textes-là avec les... Oh là là, pardon. Vous parlez des textes historiques. Il faut chercher l'adéquation des textes historiques avec les mots de la langue vernaculaire. Avec la langue vernaculaire. Par exemple, il y a un travail qui vient de sortir qui est magnifique. D'après moi, je n'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté de Sarah Johnson sur Moreau de Saint-Méry, qui est peut-être l'historiographe numéro 1 sur Haïti. Moreau de Saint-Méry est un fonctionnaire colonial. Voyez-vous, il écrit description de l'île de Saint-Domingue, il écrit beaucoup de choses à propos de Saint-Domingue. Non, mais Moreau de Saint-Méry, d'abord, c'était un mulâtre qui se faisait passer pour blanc. Moreau de Saint-Méry avait des esclaves, et puis il vous parle de ces esclaves, et enfin, etc., etc. On ne se rend pas compte que Moreau de Saint-Méry, au résumé, il vous parle d'un angle donné. Voyez-vous, il vous parle d'une position donnée. Il vous parle comme fonctionnaire du ministère de la Marine et des Colonies. Voyez-vous, donc vous ne pouvez pas prendre Moreau de Saint-Méry en principe comme, je dis, il faut bien l'utiliser, mais il ne peut pas être en principe votre source biographique. Donc, il faut comparer Moreau de Saint-Méry avec ce que disent les gens. Voyez-vous, ce que disent les gens. Par exemple, Dessalines, il reprend un enfant de colon, un créole, blanc créole, donc, qui lui parle en français, et Dessalines lui dit, écoutez, parle-moi dans la langue de ta mère. Ce qui veut dire que la langue de la mère de ce blanc-là n'est pas le français. Je ne sais pas si je m'explique, voyez-vous. Donc, c'est justement toutes ces choses-là qu'il faut trouver, mais il n'y a pas une méthode claire et nette. Il faut chercher, il faut essayer de synchroniser ces différentes lignes d'observation. Nordé, la figure du colonisé comme sujet insupportable et obstiné. Micro. Oui, avant cela, peut-être parce que ce que vient de dire Jean fait écho à une discussion avec une sœur de pensée que j'ai eue récemment, et je pense que la question de la langue, elle est essentielle, et je pense que ce qui est tragique aussi dans mon cas, c'est que
je parle dans une langue qui ne s'écrit pas, pour moi en tout cas, le kabyle. Et donc ça renforce la relation tragique qu'on peut avoir à ce passé. Et la manière de le compenser, pour ma part, c'est de considérer, c'est ce que j'appelle la méthode de l'impertinence, et je vais lier ça à ce que j'appelle la figure de l'insupportable. C'est d'avoir un rapport soucieux au texte qui nous défait. Et ce texte-là, c'est l'archive coloniale. C'est l'idée que écrire l'histoire, c'est d'abord un savoir lire. C'est une compétence lecture. Et c'est aussi accepter le tragique de l'interligne, ce que j'appelle le tragique de l'interligne, c'est-à-dire cet espace restreint, mais espace limite, de ce qui serait, pour employer un parler savant, la gentility décolonisée. C'est aussi finalement considérer que, pour ma part, je suis pris comme l'obsession du détail. Je ne vois que le détail dans l'archive coloniale. Parce que je pense que le détail articulé, au pari méthodologique de tout signifiant, permet de reconquérir ces parlers vernaculaires que parfois l'archive coloniale supprime. Et c'est donc dire que finalement, tout compte et rien n'est laissé de côté. Et ce qui peut parfois nous faire paraître comme des personnes prises d'un délire de signification qui obéiraient finalement à un besoin irrésistible de tout lire, de tout interpréter, de tout remettre sur le métier de l'interprétation et jusqu'à la virgule près. Et elle est là l'impertinence et elle est là ce qui insupporte. Ce qui insupporte, c'est de dire que rien n'est jamais réglé. C'est de dire que finalement, la connaissance historique n'est pas quelque chose qui se fait en ligne droite et qu'on oblige toujours à des retours sur les choses déjà écrites parce qu'ils ne nous conviennent pas. Et dans cette inconvenance, on insupporte. C'est une obstination qu'on ne comprend pas. Mais quand je parle des colonisés comme figure de l'insupportable, c'est véritablement pour envoyer à l'expérience du mal qu'ils ont fait et à la manière dont leur présence même aujourd'hui renvoie à la figure du criminel leur propre crime. Et c'est pour ça que je dis qu'on détourne le regard d'eux parce qu'on ne veut pas voir ce crime auquel on ne veut pas rendre justice. Et donc réclamer justice, c'est comme être insupportable, c'est comme être impertinent. C'est aussi quelque chose qui est partagé, je pense, par nos États respectifs indépendants et par certains une certaine opinion dans nos pays, comme l'Algérie, ou je ne sais pas si Haïti fait la même chose, mais je pense qu'Haïti est plus avancé sur le dossier des réparations que ne l'est l'Algérie, c'est de dire que finalement, l'indépendance est une victoire qui suffirait pour solde de tout compte, pour justice rendue. Et il me semble que concevoir nos indépendances africaines comme justice rendue est penser la souveraineté dans une perspective d'État qui me gêne, et c'est surtout avoir une appréciation de la souveraineté qui serait égoïste. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le principe de justice, ce n'est pas un principe de justice qui serait arithmétique, qui serait comptable, c'est quelque chose qui est incommensurable, qui est absolu, qui est catégorique, qui se pense d'abord pour autrui et pour tous et en tout temps. Donc oui, cela insupporte, et cela parce que nous réclamons, après nos indépendances, justice, comme si qu'il restait un restendu. C'est en cela que nous sommes des figures de l'insupportable. Alors, la question la plus difficile, qui est une question que vous avez déjà abordée, Nourdine, dans le passé, dans un autre webinaire que nous avons eu avec la philosophe Magali Besson, c'est justice distributive ou justice corrective. Alors, dit autrement, dans un langage simple, au regard des crimes coloniaux, de l'esclavage et des violences, quel pourrait être le prix d'une justice juste quelque part? Parce qu'un des arguments que l'on va vous répondre, c'est comment fixer le prix du sang, comment fixer le prix des violences coloniales, comment fixer le prix de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que pourrait être un seuil de justice? Et là, ça, c'est une réflexion globale sur la justice sur laquelle on est engagé ici. Qu'est-ce que serait une justice acceptable au regard justement de ce principe d'absolu, d'incommensurable que vous posez? Parce qu'on va vous dire que le prix de la colonisation, c'est quelque chose qui n'est pas possible de fixer. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est en fait, comment est-ce que je pourrais la résumer? C'est que peut le travail des historiens sur ces questions? Parce que est-ce que l'accumulation de connaissances historiographiques, en quoi l'accumulation de connaissances historiographiques équivaut justement à quelque chose qui serait la quête de justice, quelque part? Parce que le risque qui nous guette, si je comprends
la question qui en découle, c'est n'y a-t-il pas risque, justement, de laisser le débat sur les violences coloniales à la question de l'appréciation historiographique, justement, et des historiens. Donc, que peut la discipline historique sur cette question? Et la deuxième question, c'est quelle serait une justice, quel serait le prix de la justice par rapport à la nature infixable, quelque part, des violences coloniales? C'est une question redoutable qui va sans doute nous conduire aux éternelles questions de la réconciliation qui en découlent. Voilà, ces deux premières questions. J'aimerais pas être à votre place, cela étant dit. Hein. Il va falloir que quelqu'un se lance. Nordine ou Jean? C'est pas moi. Nordine, figure insupportable et obstinée, vas-y. Euh, je pense que c'est mal poser la question que de poser C'est son comme ça impossibilité par ouais, que de poser l'idée de son impossibilité euh, dans une logique comptable. Voilà, comment voilà, évaluer le prix. voilà, c'est ça. Je pense que c'est mal à poser. Et je pense que ce qui importe, j'ai toujours dit, parce que ça redéploie le champ des possibles et ça refait monde commun, c'est de laisser le processus de justice œuvrer. C'est pas à nous de déterminer, je pense, cela. Mais je pense que ce que les Haïtiens ont mieux fait que nous, les Algériens, c'est qu'ils ont commencé à évaluer ce qu'a été le coût, finalement, de la colonisation, la question de la dette aussi, la manière dont Haïti a dû payer pour son indépendance et que ce coût-là a pu être chiffré. Donc, si on parle de chiffrage, c'est pas quelque chose d'impossible. Mais plus que le chiffrage, parce que c'est pas à moi de le décider, c'est-à-dire on peut apporter une contribution par un regard, un travail sur les archives, mais c'est l'idée du juste, pour reprendre un peu emprunter cette expression à Paul Ricoeur. Mais cette idée de juste qui n'interdit pas de penser, encore une fois, dans ce qui serait une comptabilité de la réparation. C'est peut-être premièrement d'accepter que il ne saurait avoir de doute quant à la qualification de ce que la colonisation a été pour nous, mais pour le monde, c'est-à-dire le mal radical. Une des formes d'expression du mal radical, comme on en a connu d'autres dans l'humanité. Et on n'en est pas là. Si vous lisez si vous lisez toutes les la trame narrative, par exemple, de la politique mémoriale française sur ces questions-là, c'est encore quelque chose d'indécidable. C'est quelque chose dont on ne veut pas aller jusqu'au bout et le dire. On dit un jour crime contre l'humanité, on apporte un démenti le lendemain. On essaye de faire un peu, justement, c'est de préférer à l'exercice rigoureux et contradictoire de la justice la facilité un peu expresse de la réconciliation. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire finalement que ce qui effraie aussi les anciennes puissances coloniales sur la question de justice, c'est bien aussi le coût financier que demander justice pourrait leur impliquer, que ce soit sur des questions très précises, comme les essais nucléaires, par exemple, ou il faut être pédagogique sur les essais nucléaires, ne prends pas pour acquis les Québécois, c'est de quoi tu parles. Où les dommages peuvent être évalués. C'est-à-dire que la France a, durant les dernières années de sa guerre de reconquête coloniale, donc entre 54 et 62, a opéré des essais nucléaires qui lui ont permis, en plus de ceux faits en Polynésie, d'acquérir la bombe atomique dans des espaces qui n'étaient pas désertiques, donc le Sahara algérien, mais qui étaient des espaces habités. Et donc on n'a qu'une population qui, jusqu'à maintenant, continue de souffrir de ces effets, de la radiation par un taux de cancer élevé et également par des déplacements de population qui ne peuvent plus habiter la Terre comme ils l'habitaient avant cela. Et d'ailleurs, cette idée, ce qui est intéressant, c'est que cette idée, et je pense qu'on peut emprunter ça à ce que Kelly Picard, avec qui on a travaillé d'ailleurs, appelle la question des crimes historiques et de la responsabilité, cette idée que finalement, ce sont des crimes dont les radiations continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc le dommage ne s'arrête pas aux indépendances. Le dommage ne s'arrête pas aux indépendances. Mais la difficulté d'évaluer le coût n'est pas un argument suffisant pour ne pas pouvoir considérer la justice comme une possibilité, comme une nécessité. Et de toute manière, ce n'est pas quelque chose qui peut se décider avant, c'est quelque chose qui se déploie dans le processus contradictoire
de ce que serait une justice. Jean Casimir? Bon, et réellement, je ne me suis jamais posé cette question-là pour une raison très simple. Ce n'est pas moi qui vais aider à la France à résoudre ses problèmes de conscience. Non, elle n'a qu'à se débrouiller. Je préfère parler à ceux qui sont victimes comme moi. Non, essayer de voir comment on va empêcher qu'on continue à nous casser les pieds. Voyez-vous, la France a des problèmes qu'elle doit résoudre. Elle n'a qu'à se débrouiller parce qu'elle a des problèmes, de sérieux problèmes. Qu'elle le veuille ou non, elle doit faire face aux crimes commis durant la colonisation. Non, d'accord. Mais entre-temps, moi et les autres colonisés, on doit s'entendre. Et je pense que là, il y a une question pratique. Est-ce que mes efforts vont se diriger vers la conversation avec mes collègues ou mes efforts de conversation avec les colonisateurs? C'est là mon problème. Donc, franchement, personnellement, j'ai opté pour ne pas m'occuper de ce que la France veut ou ne veut pas, et j'ai autre chose à faire. Alors, j'aimerais peut-être finir, et ça sera peut-être la dernière question. C'est, Nordine, c'est la question de la réconciliation. Peut-être livrer votre réflexion là-dessus, parce que c'est un concept qui est très fort actuellement. Et puis, il surgit ici à la faveur des rapports avec les Premières Nations, les peuples autochtones. Alors, quelle est votre réflexion sur cette notion de réconciliation? Je vais faire l'effort de l'expliquer, mais tu me demandes d'expliquer en 2 minutes ce que j'ai pensé les 2 dernières années, notamment dans les réponses au rapport de Benjamin Stora, qui est l'historien français, qui répond au président Emmanuel Macron sur justement cette question des politiques mémorielles à mettre en place sur le sujet des crimes coloniaux commis en Algérie. Donc, je m'oppose parfaitement, comme je l'ai développé. Je vais essayer d'être très court et très pertinent pour une fois sur cette question-là, sur la question de réconciliation, parce que je pense que il me semble que il n'y a pas d'état de guerre prolongé entre Français et Algériens, entre la France et l'Algérie. Donc, je ne sais pas ce que veut dire réellement réconciliation, si ce n'est encore une fois un empêchement de la justice. Donc, c'est comme si vous voulez un succès d'année par économie de coûts et d'engagement de la France, mais peut-être aussi de l'Algérie, sur une question qui maintient les colonisés, encore une fois, au seuil de ce que serait la dignité de justiciable. Si crime il y a, c'est justice qu'il doit y avoir. Et ce que j'ai souvent dit dans mes écrits sur ce sujet-là, c'est qu'il faudrait qu'on m'explique comment l'aveu qui ne disculpe pas l'individu de son crime pourrait, à plus forte raison, disculper l'État lorsqu'il commet avec toute sa technologie de pouvoir un meurtre de masse. Il me semble que c'est faire reporter sur le plus fort une possibilité de pardon et d'absolution plus forte qu'on ne pourrait faire sur le vulnérable qui est l'individu. Donc non, l'aveu ne vaut pas disculpation et la réconciliation, c'est pas ce qui est en jeu, c'est bien la justice parce que le crime reste l'effet du crime autant sur nos corps que sur nos manières de penser reste encore très pertinent. La réconciliation ne règle rien. Demander la justice, c'est pas refaire la guerre. Donc il n'y a pas de réconciliation à avoir. Demander justice, c'est pas une justice pour nous-mêmes. C'est de dire qu'on peut pas tuer, reconnaître le crime et considérer que l'aveu de la bouche de l'État vaudrait simplement justice. Parce que si on accepte ça pour les crimes commis durant la colonisation française et durant la guerre d'indépendance algérienne, c'est dire aujourd'hui à ceux qui commettent de nouveaux crimes coloniaux, tuez aujourd'hui, attendez 60 ans, reconnaissez vos crimes, et cette simple reconnaissance de votre bouche d'État vorace vaudrait justice. C'est pas possible, c'est pas tenable pour le monde décolonial que nous voulons. C'est pour cela que le principe de justice, est absolu, est incommensurable. Professeur Casimir? Moi, je suis Noureddine sur ce terrain-là. Réellement, je ne vois pas comment la réconciliation est possible. Parce que réconciliation veut dire trouver un moyen, un terme, que sais-je. Non, nos positions ne sont pas négociables. Je pense que nous sommes tous
Tout le monde, c'est nous. Nous sommes tous des personnes, nous méritons le même traitement. Je ne peux pas accepter que votre système ne fait que grandir en générant de plus grandes inégalités. C'est impossible. Et vous avez profité de moi, aujourd'hui vous profitez d'autres personnes, mais vous continuerez. C'est votre système qui ne marche pas et le mien marche autrement. Et on ne peut pas, je ne vois pas comment trouver un moyen terme entre ces deux choses-là. Donc, je n'ajoute Si rien je à peux me ce qu'il a permettre, dit. ouais. Oui, Si je peux me permettre là-dessus pour ajouter quelque chose. Un exemple concret de la faillite de ce que aurait pu être une politique de réconciliation entamée, on va dire depuis l'année dernière entre la France et l'Algérie. Comment considérer qu'on peut continuer à discuter de réconciliation sur le passé colonial français en Algérie quand la France apporte un soutien indéfectible à Israël, aujourd'hui qui commet les mêmes crimes dont nous avons souffert hier? Ça veut dire que finalement, le principe d'une écriture souveraine décoloniale échoue dans le principe même de la réconciliation et qu'il me semble qu'il ne peut réussir que dans le principe de justice. Je ne peux pas continuer à discuter avec une partie sur un passé qui n'est présent pour d'autres personnes que mon propre peuple en disant « Ok, continuons à parler réconciliation, mais vous pouvez soutenir un État qui tue des Palestiniens dans une logique de guerre de conquête coloniale. » Pour moi, c'est quelque chose de paradoxal. C'est quelque chose qui est impensable à mon esprit et à ma conscience d'Algérien. Donc, je pense que là aussi, la question de la réconciliation pose la question de la faillite de nos États indépendants. Il ne peut y avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice. Et la question qui a tout de suite surgi qui tout de suite surgit, qu'on me demande de vous poser en conclusion, elle n'est pas plus simple, même si elle est courte, c'est qu'est-ce qu'une justice tournée vers l'avenir sur ces questions? On finira là-dessus. Tourner vers Tournée vers l'avenir. Jean? Non, moi, et réellement, je pense que il y a des peuples qui disparaissent et qui peuvent disparaître. Ça, c'est déjà vu. Ça pourra se voir demain. Je ne sais pas si en arrivant, bon. D'ailleurs, le président Biden l'a dit, hein, si Haïti coule 6 pieds sous la mer ou monte 6 pieds au-dessus de la mer, les gens du Delaware vont toujours voter pour moi. Vous comprenez? Ils s'en balancent. Le système américain est basé sur ce que connaissent les Américains. Voyez-vous, ce qu'ils vivent tous les jours. Or, les Américains, leur système vit de ce qu'on tire d'Haïti et d'autres pays comme Haïti. Mais c'est tout. Donc, les Américains, un beau jour, effacent Haïti de la surface de la Terre. Que puis-je faire moi? Je pense qu'ils sont fondamentalement, je dirais systématiquement de mauvaise foi. C'est tout. Donc, il n'y a pas moyen de leur parler, si c'est ce que vous me demandez. Je préfère parler aux Algériens, aux Palestiniens, aux Sud-Africains, etc., aux Argentins. Mais aux Américains, je n'ai pas de discussion à faire sur ce terrain-là. Donc, je ne sais pas quoi répondre. Je ne pense pas qu'il y a une possibilité de trouver un moyen terme. C'est d'une limpidité cristalline. Nordi? Merci. En fait, je comprends pas la question. Je sais pas. Ça tourner vers l'avenir dans le sens où est-ce que la justice apporterait un mieux au monde? C'est ça la question? C'est une appréciation, ouais. C'est une façon de le voir. J'ai envie de dire, c'est une question que je ne me pose pas. Je pense que vous savez, je pense que l'injustice, je vais essayer de renverser le problème, elle fait souvent aux personnes qui en sont les victimes la souffrance comme seule valeur et la douleur comme seule grandeur. Donc, si l'on veut jouer à nouveau, vous savez, il y a ce folklore malien, pour saluer les amis maliens, qui disent, dans une chanson du folklore malien, qui disent joue pour faire lever le soleil. Je pense qu'il faut jouer la justice pour faire lever le soleil dans le monde. Et je pense que la seule condition qui nous permet justement de sortir d'une condition de souffrance, de sortir d'une condition de douleur comme seule grandeur, c'est justement d'accepter la justice aussi comme passion joyeuse. Mais encore une fois, une passion joyeuse qui implique qu'elle n'est pas pensée égoïstement pour nous-mêmes, mais pour les autres à venir. Et c'est peut-être en cela que ça serait finalement un mieux au monde.
La justice compassion joyeuse, la justice pour faire surgir l'avenir, donc on pourra se laisser là-dessus. Merci infiniment au nom de tous mes collègues Jean-Casimir Naudé-Lamara. Merci à vous toutes et tous qui êtes ici présents. Voilà, donc je vous rappelle que ce webinaire est organisé par le Centre Justice et Foi et le secteur Vivre Ensemble dans le cadre de notre 40e anniversaire. Il y a une série d'activités qui vont suivre et qui s'inscrivent dans le sillage de ce qui a été abordé aujourd'hui. Il y a énormément de ressources d'abord qui vous ont été partagées par mon collègue Sylvain Bouchard, que je remercie dans le chat, qui sont des ressources importantes en lien notamment avec le mois de l'histoire des Noirs, tout ce que nous avons fait dans le passé au Centre Justice et Foi sur ces questions. C'est pas une question que nous abordons comme ça de façon abrupte et soudaine. C'est un questionnement qui est un invariant depuis plusieurs dizaines d'années ici au Centre Justice et Foi. Donc, il y a des ressources qui vous sont partagées. Élodie, ma collègue, va vous donner un aperçu de quelques-unes de nos activités à venir et vous allez voir qu'il y a des liens et des prolongements possibles avec ce qui a été discuté ce midi. Merci Mouloud, merci à Nourdine et merci à Jean-Casimir pour ce moment dans lequel on entrecroise une discussion décoloniale qui concerne les peuples colonisés et qui ont réussi à se sortir justement de ces images d'insupportables, de ces images de colonisés ou de captifs. Justement, les activités à venir, la revue Relation vous propose le 14 mars déjà, dans son prochain numéro, qui portera sur le thème de la guerre et de la paix et dont le lancement aura lieu à la librairie La Livrerie. Donc, si vous êtes déjà inscrit dans notre infolettre, vous y serez invité et cette activité sera en collaboration avec le collectif Échec à la guerre. Ensuite, le 11 avril, nous vous proposons deux activités. Coïncidence ou pas, les collègues de Christianisme social justement proposent un webinaire avec comme invité l'économiste Bernard Friot et le père dominicain Maxime Allard qui portera sur une autre conception du travail entre Marx et saint Thomas d'Aquin. Et le 11 en soirée, dans nos locaux ici au Centre Justice et Foi, ce sera au tour de la philosophe Elsa Dorlin qui viendra de Toulouse justement pour nous livrer sa réflexion sur le thème de la légitime défense et les vies tuables. Donc, d'autres informations suivront dans nos infolettres. Et pour finir, Mouloud, veux-tu dire un mot de la fin ou Non, oui, un petit mot de la fin pour remercier surtout, vous remercier de votre participation à ce webinaire et surtout remercier nos deux invités que je suis très content d'avoir liés ensemble. Nos remerciements également incommensurables au collègue Sylvain Bouchard qui a assuré le soutien technique, toi Élodie, mais aussi à notre collègue qui fait un travail titanesque mais en silence et qui est invisible, mon collègue et camarade Emiliano Arpin-Simonetti, qui est notre coordonnateur en communication, toute l'équipe du Centre Justice et Foi, bien entendu. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Si vous le jugez utile et vous voulez le partager à des personnes qui ne pouvaient pas être présentes, mais que vous estimez intéressées par cette question, donc il sera sous peu disponible, vous pourrez le partager. Et on a énormément de publications que nous avons produites au secteur Vivre Ensemble et au Centre Justice et Foi. Il y a des liens normalement qui vous sont partagés. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas vous dire qu'un centre comme le nôtre, sa survie n'est pas garantie, mais elle pourrait l'être davantage si vous jugez utile de vous solidariser avec cette mission et ça consiste à faire des dons si vous le jugez utile. Donc, un lien vous est partagé. Et il y a une campagne de financement qui est toujours en cours ici au Centre Justice et Foi. Voilà, ce sont mes derniers mots. On se revoit normalement le 14 mars et le 11 avril avec Bernard Friot et Elsa Dorlin si vous êtes disponibles. Merci à tous et à toutes. Merci infiniment. Voilà, au plaisir. Merci.